Bienvenue dans votre émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Aujourd'hui, nous allons parler de la violence que subissent les personnes LGBTQI+. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais mes invités me corrigeront. Nous avons avec nous Monsieur Hassan Jarfi, professeur de religion islamique à l'Athénée Charles-Rogier, président de l'association Ihsan Jarfi, est avec nous et donc son association porte le nom de son fils, assassiné pour son orientation sexuelle. Monsieur Jarfi, vous êtes également l'auteur du livre Ihsan Jarfi, le couloir du deuil, publié en octobre 2020. Je vous remercie d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Ah, vous pouvez nous montrer le livre? Montrez-nous le livre là. Super, comme ça nos auditeurs pourront voir. Merci, super, magnifique. Nous avons également avec nous Patrick Charlier, directeur de UNIA, Centre interfédéral pour l'égalité des chances. Monsieur Charlier va nous éclairer sur l'aspect juridique et éventuellement statistique des questions liées aux discriminations. Donc je sais pas si... Ah, on voit Monsieur Charlier, super. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien, merci d'être avec nous. Alors, j'ai également invité deux psychologues, Mariana Vikadinovic, si je le dis bien, qui travaille avec des MENA, qui est aussi psychothérapeute, psychologue et psychothérapeute. Elle va nous expliquer l'impact du trauma, l'accompagnement des victimes, les questions identitaires liées aussi aux personnes LGBTQI, mais pour tout type de personnes finalement aussi, puisque vous êtes psychologue clinicienne. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, on a aussi avec nous Emeline, rappelez-moi votre nom de famille. Willems, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal avec le nom de famille. Willems, qui est aussi psychologue, mais qui travaille au Refuge, qui est un lieu d'hébergement pour les personnes LGBTQI en situation d'exclusion familiale ou de discrimination dans leur pays, lié aussi à l'orientation sexuelle. Donc vous allez un petit peu aussi nous éclairer sur tout ce qui est lié aux discriminations et à l'impact pour ces personnes-là. Oui, donc voilà, merci d'être avec nous, super. Donc voilà, en Belgique, au cours de ces 10 dernières années, plus de 15 000 plaintes pour discrimination sexuelle ont été déposées. Donc l'UNIA partage qu'en 2019, elle a ouvert 133 dossiers en rapport avec la discrimination liée à l'orientation sexuelle. Pourtant, la Belgique est considérée comme le deuxième pays, derrière Malte, le plus gay-friendly en Europe. Donc, on se demande, comment se fait-il qu'il y a ces chiffres qui viennent s'imposer parmi nous? Vient s'ajouter quand même à ce paradoxe le fait que la Belgique, en 2018, a battu le record de plaintes pour homophobie et on observe encore une augmentation de 38% sur ces 5 dernières années. En plus des violences physiques, les personnes homosexuelles peuvent subir des violences psychologiques non négligeables. En une année, on a recensé 42 plaintes pour agression verbale, des refus de louer une habitation ou de service à des couples homosexuels, incitation à la haine. Et donc, du coup, on s'est dit que c'était important, en tout cas, si on se questionne sur la santé mentale, la santé physique, psychique, des usagers, de se dire, finalement, c'est quand même un sacré challenge de pouvoir réfléchir à ces questions-là, notamment à la question de l'inclusion des personnes, peu importe leur orientation sexuelle. Du coup, je voulais parler un petit peu avec Monsieur Charlier. Donc, pouvez-vous peut-être nous expliquer comment fonctionne UNIA et quel est son lien avec la lutte contre les violences envers les personnes LGBTQI? Oui, bonjour. Donc, UNIA est un service public. On est ce qu'on appelle un organe de promotion de l'égalité. C'est une obligation européenne d'avoir dans chaque pays au moins un organe de promotion de l'égalité qui est notamment chargé de recevoir des signalements, des plaintes individuelles de personnes qui subissent des discriminations, des actes ou des discours de haine. Alors, les directives européennes obligent la création de ce type d'organe et oblige également les États à adopter des législations pour lutter contre les discriminations sur toute une série de critères, notamment l'orientation sexuelle, mais aussi l'âge, le handicap, le genre, les convictions religieuses et philosophiques et ce qu'on appelle les critères raciaux. Nous sommes également chez UNIA l'institution nationale des droits humains de type B.
reconnu par les Nations Unies. Et donc, dans ce cadre-là, un de nos métiers, à côté de l'accompagnement, des formations, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, puisque nous donnons également des formations, notamment avec la Rainbow Rose aux policiers à Bruxelles, on y reviendra, mais un de nos métiers est de recevoir des signalements de personnes qui se retrouvent dans la vie quotidienne, que ce soit sur le lieu de travail, dans la vie sociale, à l'école, à l'hôpital, qui se retrouvent face à des situations de discrimination, notamment sur base de l'orientation sexuelle, et donc cela concerne les personnes LGBTQI+. Je dois signaler qu'en Belgique, il y a en fait 2 organes de promotion de l'égalité. Il y a UNIA et puis il y a également l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes qui s'occupe et qui traite spécifiquement de toutes les discriminations liées au genre, à la loi sexisme. Et quand on parle des LGBTQI+, cela veut dire que, en fait, UNIA est compétent pour ce qu'on appelle les LGB, donc lesbiennes, gays, bisexuels. Mais dès qu'on va au-delà, les TQI+, et je pense que la définition viendra plus tard par une autre intervenante, ça relève des questions de genre et d'identité de genre, et c'est l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes qui est là. Notre mission, c'est de pouvoir faire appliquer les législations antidiscrimination. Il y a en Belgique de nombreuses législations. Il y a 3 lois fédérales, mais il y a également de nombreux décrets au niveau des communautés et régions, et ordonnances bruxelloises, qui notamment sanctionnent 3 types de comportements, et notamment vis-à-vis des personnes LGBTQI+. D'une part, c'est ce qu'on appelle la discrimination. La discrimination, c'est-à-dire, c'est traiter quelqu'un différemment en raison d'un critère, et donc en raison de l'orientation sexuelle dans le débat qui nous occupe. Vous avez donné l'exemple en introduction, un propriétaire qui va refuser un couple homosexuel, un couple de lesbiennes comme locataire, par exemple, ou un employeur qui refuse d'engager quelqu'un parce qu'il est homosexuel, une école qui refuse d'engager un enseignant parce qu'il est homosexuel. Le deuxième type de comportement, ce sont ce qu'on appelle les discours de haine. Les discours de haine, ça c'est des propos, ce sont des mots, et la loi parle d'incitation à la haine, la violence ou la discrimination, et donc ça c'est tous les discours de haine qu'il peut y avoir à l'égard des personnes homosexuelles. Et troisième type de comportement, c'est ce qu'on appelle les actes de haine. Au-delà des discours, ce sont des actes qui sont commis, ce sont des infractions pénales qui vont des coups et blessures, des graffitis, du harcèlement, des menaces, mais qui peuvent aller jusqu'au meurtre ou à l'assassinat, et c'est ce qui s'est passé avec Ihsan Jarfi, et malheureusement, il y a également d'autres cas de meurtre ou d'assassinat à caractère homophobe en Belgique, même si ce n'est pas très courant, cela arrive de temps à autre. La même année que la mort d'Ihsan Jarfi, il y a un autre homosexuel qui a été tué parce qu'il était homosexuel, Jacques Kotnik, et pour l'instant il y a 2 dossiers qui sont en cours où on présume qu'il y a un meurtre à caractère homophobe. L'enquête doit le déterminer, mais il y a une présomption dans ces dossiers-là. Oui, il y a eu une histoire qui est sortie il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à ce sujet-là aussi, où une personne a été agressée et a été tuée il n'y a pas très longtemps, je pense. C'est sorti dans les médias. Ouais. Oui, c'est ce dont je parle. Ah, c'est celui-là dont vous parlez. Limbourg, à Hasselt. Oui, c'est ça, voilà. On présume. Il y a un rendez-vous qui a été donné par une application qui est fréquentée par les personnes homosexuelles pour des applications de rencontres. Et ça a été un traquenard. Et effectivement, la personne est décédée. Les auteurs ont été identifiés. Ce sont des mineurs. Et l'enquête est en cours. Et il faut voir si effectivement il y a ce qu'on appelle un mobile de haine. Est-ce que la mort a été donnée parce que la personne était homosexuelle, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments, mais on présume, et c'est ça qui a été effectivement médiatisé. Ce dossier est en cours. Et voilà, c'est ça. Bien entendu. Ok. Et donc UNIA peut intervenir pour ce genre de fait. Oui, UNIA peut intervenir pour ce genre de fait. Alors, on vient d'abord en soutien aux victimes, on les oriente dans les procédures, dans les démarches qui sont à faire. Dans les dossiers les moins graves ou les moins importants, on essaye de chercher des solutions extrajudiciaires sans devoir aller devant les cours et tribunaux, parce que c'est souvent long, c'est parfois douloureux également, et on essaye de négocier des situations. Par exemple, dans le cadre d'un refus de logement à un couple homosexuel,
sexuelle, on peut soit faire que ce couple ait quand même une chance d'obtenir ce logement, soit puisse obtenir des dommages et intérêts. Il faut savoir que la loi antidiscrimination prévoit des dommages et intérêts forfaitaires pour des personnes qui commettent des discriminations en tant que telles. Et donc, ça nous permet, nous, de négocier pour les victimes parfois des dommages et intérêts, que ce soit en emploi, et l'emploi, on parle de 6 mois de salaire brut, ou en biens et services, donc logement, Horeca, etc. Et là, on parle de 1300 € de dommages et intérêts forfaitaires. Ah oui, quand même. Avant de partir à la pause, j'aimerais juste que Madame Williams nous définisse, que signifie l'anagramme LGBTQI+, parce que nos auditeurs ne connaissent peut-être pas, et peut-être nous expliquer un petit peu que fait la SBL Refuge, donc là où vous travaillez en tant que psychologue. Oui, en effet, ce sont des sigles qu'on entend souvent et qui sont utilisés pour qualifier, en fait, comme on l'a déjà un petit peu expliqué, les personnes dans l'ordre lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer et intersexes. Il faut savoir qu'on a également ajouté le A+, par la suite, qui peut désigner les personnes asexuelles qui ne ressentent pas ou peu d'attirance sexuelle finalement, et le plus pour inclure d'autres variantes qui sont possibles de l'expression de genre ou de la sexualité. Et peut-être un petit mot concernant ces derniers termes queer, qui sont finalement des personnes qui ont une sexualité ou une identité de genre qui peut être différente de l'hétérosexualité sans pour autant se mettre dans une case, dans une catégorie en recherche, on pourrait dire. Et puis les personnes intersexes qui désignent des personnes nées avec des caractéristiques qui ne sont pas en fait totalement masculines ou totalement féminines, pour qui à la naissance, c'était pas forcément très clair. Voilà, il faut savoir qu'on ne naît pas tous avec les chromosomes XY. On sait aujourd'hui qu'il y a XXY, XYY, etc. Et donc voilà, tout ça est évidemment possible. Et voilà, au sein de l'endroit où je travaille, le Refuge Bruxelles, on pourrait dire 3 missions. Une première mission qui est vraiment dans l'optique de lutte et de sensibilisation contre tout ce qui est LGBTQI-phobie. Dans un but d'information du public, de sensibilisation à toutes ces questions. Au-delà, bien sûr, de notre mission de sensibilisation, on propose un hébergement qui est temporaire, qui peut aller de plusieurs semaines à plusieurs mois, 9 mois maximum, pour des jeunes entre 18 et 25 ans qui sont en effet en situation d'exclusion familiale, donc qui ont été rejetés du domicile familial en raison de leur orientation sexuelle. Également des jeunes qui ont fui leur pays en raison des discriminations et des violences associées à leur orientation sexuelle ou éventuellement de genre. Et c'est finalement des jeunes qui se retrouvent totalement livrés à eux-mêmes après avoir fui soit le domicile, soit leur pays. Voilà. Et en dehors, bien sûr, de cet hébergement, on a toute une série de personnes qu'on accompagne dans leur questionnement, sans forcément un hébergement, mais dans est-ce qu'il faut faire un coming out ou pas, est-ce que on doit s'autonomiser ou pas, etc. Tous les questionnements qui peuvent advenir. Là, vous les accompagnez, là plutôt en tant que psy et peut-être thérapie d'accompagnement. C'est ça, en tant que psychologue, mais aussi en accompagnement social, tout simplement, avec des éducateurs, avec des intervenants, des assistants sociaux. Ok. Alors, on va devoir faire une toute petite pause, mais moi, je propose, qu'on continue sur cette lancée. Là, on vous a juste un petit peu déposé le tableau. Vous allez voir qu'on va parler plein de sujets différents lors de cette émission. Donc, je vous rappelle aujourd'hui qu'on parle des violences et des discriminations que subissent les personnes LGBTQI. Donc, on fait une petite pause de quelques minutes et on revient dans quelques instants, mais vraiment très court. À tout de suite, chers auditeurs. Voilà, chers auditeurs, nous sommes de retour dans Santé pour tous. Aujourd'hui, on parle des violences que subissent les personnes LGBTQI+. Et donc, nous avons avec nous 4 spécialistes, 4 personnes qui, accompagnent, luttent aussi par rapport à ce type de violence et soutiennent les personnes qui sont discriminées. Donc, je voulais revenir vers Monsieur Jarfi, qui est professeur de religion islamique et qui a eu un enfant assassiné pour son orientation sexuelle. Il a d'ailleurs écrit un livre à ce propos. Monsieur Jarfi, est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que l'homophobie ? L'homophobie, bonjour d'abord. Juste pour vous corriger un petit peu, corriger vos informations, oui. J'étais professeur de religion islamique et je suis pensionné depuis 2013. Ah, ben voilà, excusez-moi. Donc c'est vrai que c'est comme ça qu'on vous présente. Oui, c'est comme ça, oui, d'ailleurs, oui, ce qui est vrai.
Mais juste que je suis pensionné, donc je ne suis plus en activité et je ne dépends plus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà, mais vous avez enseigné pendant plusieurs années. Oui, j'ai enseigné depuis 1979 à 2012. Ah, quand même, hein. Donc c'est une belle carrière. Ouais, c'est une carrière, c'est vrai. Ouais. Vous me demandez de définir l'homophobie. Je me demande si le terme est exact par rapport au sens que vous attendez. Parce que l'homophobie, c'est avoir peur des hommes. Or, ici, on désigne l'homophobie pour montrer une agression contre les hommes. Mm-hmm. Ouais. Donc, le sens n'est pas tout à fait propre selon ce que je peux comprendre, parce que moi, quand j'ai peur de quelqu'un, je me sauve. Je n'agresse pas. Je ne l'agresse pas, je ne vais pas le tuer. Et là, je me demande si l'homophobie est adéquate. Mmh. Par contre, je peux très bien vous parler malheureusement de l'agression et de la violence et de la haine, de l'amour et de l'instinct de vouloir détruire l'autre, quel qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, qu'il soit un enfant, qu'il soit un animal. Il y a un instinct de destruction et cet instinct de destruction pourrait être justifié, entre guillemets, par tous les prétextes qu'on souhaite. Pour moi, ce que vous voulez de dire par l'homophobie, je pense qu'on cherchera plutôt à corriger cela, c'est plutôt la violence au sens, non pas pur du terme, mais au sens brut du terme. Mais est-ce que la peur peut peut-être mener à la violence? C'est ça aussi. Ici, l'homophobie, ce serait, comme vous dites, une peur, et le terme est peut-être pas très bien utilisé, parce que en arriver jusqu'au meurtre, c'est quelque chose d'extrêmement grave, bien entendu. Mais est-ce que on peut, je sais pas, essayer de comprendre qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une personne qui, justement, à cause d'une peur qu'il dirait que c'est une peur, passerait à l'acte violemment? Comment peut-on justifier ça? C'est presque injustifiable. Exactement, c'est injustifiable, parce qu'à partir du moment où on a peur de quelqu'un et qu'on est agressé par quelqu'un, on commence à se défendre jusqu'à ce que la peur disparaisse. Mm-hmm. Mais quand ce quelqu'un est quelqu'un de passif, au contraire, il est quelqu'un de sympathique, d'aimable, de serviable, avec un bon sourire, qui vous offrirait sa vie éventuellement, et que vous vous mettez à l'agresser, d'où vient cette peur? Elle ne vient pas de la personne qui se trouve devant vous. Elle provient d'un programme qu'on vous a inculqué depuis votre enfance. Il provient d'instructions que vous avez reçues de manière hypnotique, dans le sens où vous ne vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'exécuter des instructions que vous avez reçues et contre lesquelles vous ne souhaitez même pas prendre une distance parce que vous ne vous contrôlez plus. Et c'est ce qu'on appelle le préjugé ou le stéréotype. Vous entendez une voix à l'intérieur de vous-même et alors vous ne réfléchissez pas. Et dans un acte barbare, vous détruisez la personne qui est là en train de vous supplier. Arrêtez, je ne vous ai rien fait. Et plus elle vous supplie, plus vous êtes en train de la casser. Vous lui cassez son visage, son corps. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de faire. Et après, quand vous vous réveillez, vous vous dites, tiens, c'est parce que vous essayez de... Vous ne vous remettez pas en question, c'est ça qui est pire, parce que vous avez été aussi programmé pour justifier ce que vous avez fait. Mais les personnes qui passent à l'acte aussi violemment, généralement, c'est comme vous dites, il y a quelque chose à l'intérieur d'eux, et peut-être une peur qui n'est même pas liée à l'homophobie, c'est des peurs qui leur appartiennent à eux, et peut-être des passages à l'acte qui leur appartiennent à eux. Et comme vous dites, alors du coup, moi j'ai envie de vous demander, que pourrait-on faire justement pour ne plus rencontrer ou justement sensibiliser les personnes à ne plus passer à l'acte violemment de la sorte?
qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens comprennent qu'on ne doit pas avoir de passage à l'acte violent vis-à-vis de personnes qui sont simplement différentes ou qui ont... Parce que, outre l'orientation sexuelle, on voit des agressions sur d'autres types de personnes pour de multiples raisons, en fait. L'être humain peut agresser pour de multiples raisons, soi-disant des peurs. On sait qu'il y a d'autres phobies et d'autres peurs. L'islamophobie aussi, il y a des femmes musulmanes parfois qui se font agresser aussi. Mais bon, voilà, comment se fait-il qu'il y ait des gens qui passent à l'acte aussi violemment, et comment pourrait-on faire pour que justement ces personnes-là ne passent plus à l'acte violemment? Est-ce qu'on parle assez justement de ces sujets-là? Moi, c'est vraiment une question que je me pose, et c'est pour ça qu'on a fait aussi cette émission. Est-ce qu'on parle assez du fait de la tolérance et du respect de l'autre, peu importe son identité? Oui, je vous remercie. Mais permettez-moi de rester un petit peu sur ma définition de la phobie. Là, je ne peux pas accepter le terme de la peur. Donc, les personnes qui ont peur sans le savoir, non. Pour moi, ces personnes n'ont pas peur. Donc, c'est pour ça que le mot phobie ne doit pas exister dans ce que nous sommes en train d'expliquer. Donc, les personnes n'ont pas peur. Ce sont des personnes qui sont, pour moi, des personnes violentes. On peut les appeler terroristes, on peut les appeler ce qu'on veut, mais en tout cas, ce sont des personnes agressives et violentes. Le fait qu'elles soient intolérantes, elles peuvent être intolérantes sans être violentes. On peut être intolérant, mais je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Mais voilà, moi aussi, je suis différent et on peut s'accepter l'un et l'autre, mais ce que vous faites, je ne suis pas d'accord. Maintenant, il y a toute une série de formes. Vous savez, moi, je ne suis pas spécialiste de tout ça. Il y a Union qui va donner des explications sur les actes d'agression, etc. Moi, je suis là pour parler juste donc d'Ihsan, que Dieu ait son âme dans sa clémence, et que je parle aussi de toutes les formes d'agression et d'intolérance, notamment par le racisme, notamment par le rejet des options philosophiques, notamment par le rejet des femmes voilées, des personnes qui sont musulmanes. On peut ne pas être d'accord, on a le droit de ne pas être d'accord, mais jusqu'au point de devenir agressif, ça, on ne peut pas le tolérer. Je peux très bien être musulman et ne plus l'être, ou ne pas être athée et devenir musulman, ou changer complètement, mais cela ne dérange personne, cela ne concerne que moi. Évidemment, je peux être un homme et devenir une femme et puis changer de sexe, mais ça ne concerne que moi, je ne dérange personne. La personne qui viendra m'agresser, le problème se trouve de son côté. Où se trouve le problème? Comment on le résout? Vous savez, je ne pense pas qu'il y a une formule magique qui permet de changer tout cela. Mais tout simplement, il y a une formation qui nous colle à notre éducation. Moi-même, vous savez, je ne peux pas dire que j'étais pas homophobe, je peux dire que j'étais pour le fait de ne pas accepter que mon fils ou mon enfant soit homosexuel. Mais j'ai grandi avec des garçons homosexuels dans mon quartier au Maroc, et on allait tous prier ensemble, on allait jouer au foot, on allait à la mer, etc. Ils n'ont jamais été rejetés, mais ils ont été toujours catalogués comme les maillons faibles de la bande du quartier. Vous voyez, j'étais témoin d'actes homosexuels dans mon quartier, alors que j'étais encore un enfant, qui sont faits par des adultes, et tout le quartier les accepte. Là, je voulais absolument vous dire qu'il y a un double discours. Quand on veut parler de ce qu'il faut faire, etc., tout le monde va vous dire non, cela ne peut pas se faire. Mais dans la réalité, les gens sont plus tolérants qu'on ne le pense. Je vais même dire que les Marocains avec lesquels j'ai vécu au Maroc sont beaucoup plus tolérants que les Belges avec lesquels j'ai vécu ici les 2/3 de ma vie jusque maintenant. Parce que ce sont des choses que j'ai vécues personnellement. Je n'ai jamais vu quelqu'un attaquer un homosexuel et le tuer au Maroc. Mais j'ai vu par contre des bandes attaquer des personnes pour des choses de violence. Et ce qu'on est en train de voir, c'est tout récent maintenant. Récemment, on parle d'un homosexuel gay qui a été attaqué à Fès ou qui a été à Marrakech et des choses comme ça. Mais ce sont des choses qui n'existaient pas dans le passé. Dans le passé, il y avait des garçons homosexuels, il y avait des hommes, il y avait des femmes, etc. Vous pensez que les faits de violence sont en augmentation? Pour moi, oui, bien sûr, parce que nous sommes de plus en plus identitaires, mais non pas de l'identité culturelle, mais une forme d'identité un petit peu qui nous catalogue, qui nous met dans une case et qui fait que tous ceux qui ne sont pas comme nous doivent être rejetés, même plus doivent être combattus, oui. Ouais.
Je vais aller vers notre psychologue, Madame Vukadinovic. Quel est le travail alors du coup du psychologue qui va accompagner ces personnes qui sont victimes de discrimination, qui peuvent être victimes d'actes violents? Comment une psychologue doit se positionner par rapport à ça? Ben, en tout cas, je pense qu'il y a deux sujets. Déjà, il y a le sujet de l'acceptation, de la personne elle-même dans son cheminement par rapport à son homosexualité. Et puis, il y a l'autre volet, s'il y a eu une agression. Je pense que c'est deux volets différents. Alors, en amont, on peut travailler effectivement l'acceptation de la personne de son identité homosexuelle, mais aussi acceptation du fait qu'on appartient du coup à une minorité, comment on se positionne vis-à-vis des autres, vis-à-vis de sa famille, à qui on en parle quand et comment, sur qui on peut s'appuyer pour avoir de l'aide. Et puis, deuxième chose, c'est aussi de faire comprendre à la personne que cette identité-là n'est pas la seule identité qu'il a, et donc rétablir un équilibre entre les différentes identités que la personne possède et au travers des appartenances aux différents groupes, etc. Parce qu'on peut être homosexuel, musicien et jardinier. Je caricature un petit peu, mais c'est-à-dire quand une identité est attaquée, elle va prendre le dessus. Et donc, on va se croire que homosexuel et on va vouer notre vie à cette identité-là, se sentir mal ou combattre, etc. Et donc, établir un équilibre permet de un peu désamorcer cette souffrance et de voir qu'on peut être aussi autre chose qu'un homosexuel, autre chose qu'un étranger, autre chose que une minorité qui est discriminée. Alors, je rejoins monsieur quand il parle de stéréotypes et des préjugés, donc qui mènent évidemment à la discrimination, et la discrimination qui peut mener aux actes violents. Donc ça c'est toutes des étapes différentes, et certains d'entre eux mènent à la violence. Pas toutes, évidemment. Et puis, comme monsieur le dit, il y a aussi beaucoup de gens et il faut les chercher. Et merci pour cette émission aujourd'hui, pour qu'on puisse en parler. Parce que je trouve ça important. Plus on en parle, plus de gens écoutent et plus de gens vont peut-être chercher des informations justes par rapport à différentes minorités pour lesquelles ils ont des préjugés ou des visions qui sont erronées, en fait. Mais c'est surtout l'ignorance, en fait, qui mène à ce genre d'actes aussi. Tout à fait. Aussi l'éducation, comme monsieur le disait, mais aussi l'ignorance et qui est véhiculée aussi par les médias, par beaucoup de l'éducation, la culture. Dans chaque culture, il y a des préjugés qui sont véhiculés par rapport à certaines questions par rapport aux LGBT, mais par rapport à d'autres minorités aussi, comme les musulmans ou les femmes seules, par exemple. Oui. C'est aussi... les femmes divorcées. Voilà, c'est ça. Donc, il y a plein de préjugés sur plein de sujets différents. Quoi, voilà, c'est ça. Mais moi, vous savez, ce que j'aimerais aussi faire passer comme message aux auditeurs, c'est que certaines familles ont parfois, donc dans leur entourage, ou que ce soit enfants, cousins, oncles, ou sœurs, cousines, nièces, des personnes qui ont une orientation sexuelle différente de la culture et de la tradition, et pensent qu'ils le font exprès, en fait, et pensent que c'est un choix qui est vraiment volontaire, sauf que la personne, elle le vit mal à l'intérieur d'elle, elle se vit différente, elle comprend pas pourquoi elle est toujours différente, et donc votre travail, je l'ai bien entendu, c'est vraiment de les aider un peu à faire la paix avec qui ils sont et ne pas se définir qu'au travers d'une seule identité, et de leur montrer qu'ils ont plein d'autres identités. Mais c'est vrai que ces personnes sont parfois persécutées parce qu'on est persuadé, peut-être qu'on pense qu'ils le font exprès, qu'ils ont un désir comme ça pour des personnes du même sexe, ou qu'ils ont une orientation sexuelle différente, mais qu'ils le font vraiment volontairement, et que c'est quelque chose de choisi. Et donc je trouve que c'est quand même important que nos auditeurs comprennent que non, c'est pas quelque chose de fait exprès, c'est quelque chose qui fait partie d'eux. Ils se sont construits comme cela, et c'est très compliqué de se détacher. Moi, j'ai plein d'exemples où on demande à des hommes qui sont homosexuels, et on leur demande de se marier, par exemple,
et qui n'arrivent pas à avoir des rapports sexuels avec leur épouse, ou ça fait des familles frustrées, ça fait de la souffrance pour beaucoup. Enfin, il faut vraiment se rendre compte que c'est pas si évident que ça finalement de se retrouver dans une orientation sexuelle qui n'est pas comme entre guillemets classique hétéro, etc. Mais on va faire une petite pause et puis on va continuer de parler de ce sujet juste après la pause. Donc s'il vous plaît, restez avec nous. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions via le compte Instagram Le Blic Virginie ou via la page Facebook Santé pour tous officiel. Voilà, à tout de suite chers auditeurs. Voilà, nous sommes de retour, chers auditeurs. On parle des violences et des discriminations que peuvent subir les personnes LGBTQI aujourd'hui dans Santé pour tous. On a déjà bien commencé en force avec nos invités. On a déjà eu pas mal d'informations et des débats même sur les termes avec Monsieur Jarfi. Je voulais quand même revenir vers Monsieur Charlier. À quel type de violence ont affaire les personnes LGBTQI+. Est-ce qu'il y a un type qui prévaut plus qu'un autre, Monsieur Charlier? Oui, absolument. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, comme nous sommes compétents pour différents types de discrimination sur différents types de critères, le handicap, l'orientation sexuelle, l'âge, les convictions, le racisme, etc., on peut faire une comparaison sur l'ensemble des dossiers que nous avons. Alors, j'ai dit que 3 types de comportements étaient visés par la loi: la discrimination, les discours de haine et les actes de haine. Et quand on applique ça à l'orientation sexuelle et à l'homophobie, on se rend compte qu'il y a là une prédominance d'un type de phénomène par rapport aux autres et à la moyenne. Quand on parle des crimes de haine, donc des actes de haine, en moyenne, l'ensemble des dossiers que nous ouvrons, c'est 13,8%. Mais lorsqu'on parle de l'orientation sexuelle, lorsqu'on parle de l'homophobie, les crimes de haine, donc les actes de violence, on parle vraiment de coups, blessures, tentatives de meurtre, parfois c'est des graffitis sur des maisons ou des griffes sur des véhicules avec des insultes, etc. On monte là à 37%, et donc 13% de moyenne en général, 37% quand on parle de l'orientation sexuelle. Et on n'entend plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Quoi? Bon, et on a un petit problème, ça a coupé, donc voilà, on est désolé. On va essayer de refaire une réunion Zoom, je ne sais pas qui est-ce qui a coupé. Donc voilà, je vais continuer avec mes 2 autres invités qui sont sur le plateau. Pendant ce temps-là, on va essayer de se reconnecter à Monsieur Jarfi et Monsieur Charlier. Peut-être, Madame Williams, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer si la population que vous accueillez au refuge a-t-elle été victime de violences dues à son orientation sexuelle et pourquoi selon vous? Oui, bien sûr. Malheureusement, elles ont été victimes la plupart du temps de violences dues à leur orientation. Alors, on parle évidemment de violences physiques, comme M. Charlier le disait, des coups, etc. Mais aussi de violences psychologiques, d'insultes, discrimination. Et voilà, cette violence, finalement, elle est dirigée vers une communauté, que ce soit LGBT ou autre. Et comme on l'a déjà un petit peu mentionné, c'est souvent lié à des préjugés. Et finalement, à une méconnaissance de tout ça. Ces préjugés qui peuvent être finalement culturels, moraux, religieux. Voilà, il y a plein d'exemples et force est de constater qu'encore aujourd'hui, finalement, la différence, quelle qu'elle soit, elle dérange encore en général. Finalement, ces stéréotypes, ils sont ancrés dans la société. C'est ce qu'on entend encore souvent. Qu'est-ce que c'est être un vrai homme, une vraie femme? Voilà, je le dis avec beaucoup de guillemets, évidemment, mais c'est ce qu'on entend. C'est des discours que j'entends encore moi-même. Et finalement, c'est des critères qui n'ont pas beaucoup de sens. Et je pense que tout le travail qu'il y a à faire là-dedans, c'est une déconstruction de tous ces stéréotypes, de ces préjugés. Et d'où l'importance d'informer, vraiment d'aller à la rencontre du public, de les aider à remettre en question en fait toutes ces idées qu'on a peut-être finalement toujours entendues et où finalement, voilà, on ne sait plus faire l'effort de se poser la question, et c'est en posant la question qu'on se dit mais oui, finalement, dans le fond, c'est vrai. Est-ce que c'est pas quelque chose que j'ai toujours entendu, mais que je suis capable de déconstruire et voire même de changer mon opinion par rapport à ça? Donc l'idée, c'est un petit peu de déconstruire voilà, toutes les croyances, et vous pensez que ces stéréotypes peuvent mener à des actes violents. Maintenant, M. Jarfi disait, mais voilà, moi je suis pas d'accord, enfin en tout cas, ce qui est logique en même temps, c'est de se dire, c'est pas parce qu'on a peur de quelque chose ou de quelqu'un
que forcément il faut passer à l'acte violemment. Comment ça se fait? Bon, Monsieur Charlier nous disait comment ça se fait qu'il y a des gens qui vont passer violemment à l'acte, quoi. Oui, c'est évidemment des questions qui sont très complexes. Pourquoi est-ce qu'une personne, en effet, va se dire, ben voilà, je me confronte pas, mais je ne passe pas à l'acte, et pourquoi une autre passera à l'acte? Je pense que ce sont peut-être dans le passé de la personne aussi. Qu'est-ce qui fait que ça lui est tellement intolérable, tellement dérangeant? Oui. Je pense que dans ce cas-là, il faut vraiment se mettre du côté de l'agresseur aussi. Je pense que quelque part, il y a un travail à faire avec les agresseurs aussi, ceux qui passent à l'acte. Pourquoi est-ce qu'ils se sont sentis l'obligation, cette petite voix qui leur a dit « mais voilà, ce n'est pas correct et je dois résoudre cette situation ». Oui, tout à fait. Du coup, je vais revenir aussi vers Madame Vukadinovic par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les familles, l'entourage, est-ce qu'elles comprennent ce que vivent les personnes LGBTQI? Comment un psychologue peut aborder le sujet avec eux? Ben donc, il est important, maintenant ça dépend dans quel contexte on rencontre les personnes, mais si c'est des personnes elles-mêmes qui sont discriminées, qui sont en consultation et que, comme je disais tout à l'heure, qu'on travaille sur l'acceptation et sur l'identité, les multiples identités, c'est essayer d'amener la famille en consultation avec eux, ou pour commencer par réfléchir avec la personne, qui dans la famille ou dans l'entourage pourrait être une personne ressource avec laquelle on pourrait amener la parole vers les autres de la famille. Et alors, du coup, je pense que dans ce domaine, et comme dans beaucoup de domaines, quand il s'agit de minorités, il y a beaucoup de psychoéducation à faire, c'est-à-dire, justement, comme Madame Willems disait, de déconstruction des préjugés, des images et des représentations que nous avons, qui sont sans doute, que les personnes ont et qui ne sont pas justes. Et donc, c'est tout ce travail-là qui est à faire avec la personne elle-même et puis aussi avec son entourage, en essayant de s'appuyer sur les personnes ressources dans l'entourage pour commencer, pour pouvoir petit à petit aller vers ceux qui sont un peu moins ouverts et aussi de pouvoir aussi à eux démontrer que leur fils ou leur oncle ou n'importe qui de la famille n'est pas que homosexuel, qu'il a d'autres qualités, d'autres identités et que on peut l'accepter tel qu'il est et que ça fait juste une partie de lui qui nous pose question ou qu'on ne comprend pas et essayer d'expliquer ce que c'est et d'expliquer aussi que c'est pas un choix comme vous disiez tout à l'heure et que c'est une construction identitaire qui a des multiples raisons de s'être mise en place et qu'il n'y a pas la faute de quelqu'un, que ce n'est pas fait exprès pour ennuyer la famille, etc. Donc c'est beaucoup de psychoéducation. Je trouve que c'est vraiment très important de démontrer et de parler vrai aussi des choses, de ne pas avoir de tabou nous-mêmes déjà et de les amener petit à petit, mais ce qui est vraiment important à savoir, et par rapport à la famille, il faut partir de leur représentation. Et donc, on ne peut pas amener nos représentations, dire, ben non, vous devez croire que c'est comme ci et comme ça, mais c'est plutôt interroger, qu'est-ce qui leur fait peur, comment ils imaginent ça, toutes les raisons, toutes les représentations qui se font par rapport à la question, pour partir à partir de ces représentations-là, pour les déconstruire. Et donc, ce n'est pas une guerre de vision ou une guerre de valeurs qu'il faut amener en consultation, mais plutôt partir à partir de nos représentations, la représentation de la personne homosexuelle et puis de la représentation de sa famille et essayer de les articuler ensemble. Parce que parfois, il y a certaines familles qui se disent, voilà, s'il a cette orientation sexuelle, moi je vais couper les ponts avec lui ou elle, et du coup, ils pensent que ça va forcer la personne à changer d'orientation sexuelle. Je sais pas, Madame Willems, vous pensez que c'est une solution, enfin que ça peut fonctionner? Mais c'est un espèce d'ultimatum comme ça qu'on entend assez souvent et on voit bien que ça ne fonctionne pas du tout.
Voilà, certaines familles se disent, mais voilà, si ça s'ébruite dans le quartier, si ça s'ébruite dans les amis, etc., comment on va nous voir? Il y a encore quand même toutes ces questions aussi autour de la famille, des représentations, voilà, la peur d'être jugé par les autres. Exactement, la peur d'être jugé par les autres et mettre un ultimatum ne fonctionnera pas. Comme vous disiez, c'est une construction identitaire, ça fait partie de la personne. On ne peut pas choisir comme ça de se dire, d'accord, je vais arrêter d'être homosexuel. Ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, c'est ça. Moi, j'ai parfois des parents qui viennent aussi chez moi en me disant je vous amène mon jeune enfant, mon jeune adulte qui a peut-être 19-20 ans et qui est homosexuel, il faut que vous le soigniez. Donc, parfois, je me retrouve comme ça. Est-ce que ça arrive aussi chez vous que parfois, il y a des familles qui viennent un peu et qui espèrent du psychologue qu'il change l'orientation sexuelle voilà. Bien sûr, malheureusement, c'est encore ce qu'on entend, qui vont voir un certain nombre de médecins, de psychiatres, dans le cas des femmes de gynécologues, etc., pour se dire mais qu'est-ce qui se passe? Soignez-le, faites quelque chose. On entend encore ces termes de maladie, de déviance dont on parlait tout à l'heure. Ce sont des termes qu'on entend encore beaucoup. Ah oui, mais même dans le milieu médical, je veux dire, c'est encore matière à débat, il y a encore des choses qui doivent changer. Je veux dire, par exemple, l'homosexualité, on l'a retiré du DSM il y a que quelques années. Donc, je veux dire, le DSM, absolument, c'est un manuel de psychiatrie pour nos auditeurs au cas où ils ne le savent pas. Mais donc, du coup, il y a une évolution, mais qui n'est pas encore au top par rapport à l'acceptation de ces personnes et l'acceptation de leur identité. Je voulais peut-être aussi... vous parliez tout à l'heure qu'il y a des personnes qui ont fui leur pays pour venir en Belgique. Est-ce que finalement, vu les statistiques et les chiffres dont parlait M. Charlier tout à l'heure, est-ce que notre pays est réellement plus accueillant vis-à-vis des personnes LGBTQI ? Eh bien, en tout cas, voilà, nous, avec le refuge, on est évidemment en contact avec nos autres partenaires, notamment en France et en Espagne, où ils font aussi un travail formidable, il faut le souligner. Et je pense qu'en Belgique, et peut-être même plus particulièrement à Bruxelles, on a quand même, en tant que capitale de l'Europe, une certaine diversité aussi qui soit culturelle, multiculturelle, et qui nous permet quand même d'avoir un terrain propice à l'accueil, je pense. Et comme vous le précisiez d'ailleurs en introduisant l'émission, la Belgique se situe quand même 2e au classement Rainbow, donc qui est un classement qui analyse les droits et les conditions de vie des personnes LGBT dans les pays d'Europe. Donc en termes quand même en termes juridiques, en termes d'accompagnement, de structure, on est quand même bien placé. Et je pense pouvoir dire sans trop me tromper que beaucoup de choses sont mises en place en Belgique pour finalement l'accompagnement, l'intégration, l'accueil de ces personnes. Et voilà, évidemment qu'il reste encore du boulot et des choses à faire. Et il faut lutter sans cesse pour permettre encore ces avancements. D'accord. Et donc, ceux qui fuient leur pays en général, donc, ils sont réellement persécutés pour leur orientation sexuelle ? C'est-à-dire il y a un danger de mort carrément? Vous savez, il y a un danger de mort imminent. Voilà. Dans certains pays. J'ai rencontré des personnes qui ont été séquestrées pendant plusieurs semaines par leur famille sur place, en se disant on va attendre un certain temps. Et en effet, vous parliez tout à l'heure de mariage forcé. Il faut savoir que c'est quelque chose qui a encore lieu, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, dans certains pays, pour justement contrer cette homosexualité. Et donc on les force à se marier. Absolument. Pour justement, parce qu'on n'accepte pas leur orientation sexuelle. Absolument. Et donc ces personnes souffrent de ça, de se retrouver mariées, forcées. Oui, en se disant, ils vont se marier, ils vont changer, ils vont s'habituer. Et c'est pas du tout le cas. On le voit, les personnes préfèrent finalement fuir et risquer leur vie dans des conditions dramatiques pendant parfois plusieurs semaines, parce que c'est pas une fuite. Pour arriver jusqu'ici, c'est catastrophique. En prenant un billet d'avion et puis en arrivant à Bruxelles, c'est évidemment pas le cas. Ouais. Je vais revenir vers Monsieur Charlier qui est à nouveau avec nous et Monsieur Gerfi qui sont nouveaux. Vous êtes de retour, messieurs. Je m'excuse pour les problèmes techniques. Monsieur Charlier, vous pourriez revenir sur les chiffres parce qu'on a parlé un peu de violence avec nos deux invités psy. Et donc le type de violence qui prévalait pour les personnes LGBTQI+. Monsieur Charlier, vous êtes avec nous? Ah, Monsieur Charlier n'est pas avec nous. Donc, on a réussi à avoir que Monsieur Gerfi. C'est pas grave. Je sais pas si Monsieur Gerfi, vous avez suivi la discussion, mais vous pourriez peut-être nous parler de votre association Ihsan Gerfi. Quelles sont les missions et les objectifs de votre association?
Vous m'entendez? Oui, je vous entends, Monsieur Jarfi. Oui, donc la fondation, d'abord je m'excuse, je n'ai pas pu suivre parce que j'étais coupé de tout. En ce qui concerne la fondation, pour vous donner un peu l'historique, moi au départ avec l'assassinat de mon fils, j'avais demandé qu'on marque que dans ce lieu-là, mon fils avait été enlevé, à l'endroit où il a été enlevé. Il a été kidnappé, en fait, votre fils. Il a été kidnappé, oui. Et à l'endroit où il a été enlevé, qu'on mette un pavé de couleur rose pour montrer qu'il était gay, parce que maintenant c'est avec les couleurs aussi qu'on fonctionne encore malheureusement, et dire que là a été enlevé Issam Jarfi et il a été assassiné. Et puis alors la ville de Liège a souhaité aller au-delà donc de ce geste-là. Et c'est bien que donc la fondation Issam Jarfi a pu avoir le jour, on va dire en 2014 exactement, au moment où le procès Issam Jarfi était toujours en cours. Et là, donc il y avait quand même des personnes qui sont venues nous rejoindre, c'est-à-dire l'Eshvina de la ville de Liège. Donc la ville de Liège, si vous voulez, l'Orchestre Philharmonique de Liège, l'Opéra Royal de Wallonie et le Théâtre de Liège, ainsi qu'une association, donc la Fédération des associations LGBT, en même temps que l'Université de Liège, qui représente donc l'autorité académique et l'autorité des entreprises, avec d'autres intervenants, bien sûr, 3 représentants des partis politiques. Toutes ces personnes, vous m'entendez? Oui, je vous entends toujours. Hein. Oui, parce qu'il me semble entendre. Il y a la petite musique qui va arriver parce qu'on va partir bientôt à la pause, c'est pour ça. Mais on vous écoute de toute façon. Continuez à nous expliquer, après on fera la pause. Voilà, donc toutes ces personnes, lorsqu'ils ont vu la réaction de la société belge, ils ont dit, il y a quelque chose à faire, il y a une matière à travailler ici. Il faudrait qu'on marque le premier crime homophobe qui est arrivé en Belgique, et c'est le crime d'Issam Jarfi, qui a été malheureusement suivi par un deuxième crime survenu dans la même ville de Liège, évidemment, malheureusement, au parc de la Beauvrie. Donc Issam Jarfi donc, a été assassiné, il a été enlevé le 22 avril et on a retrouvé son corps le 1er mai dans un bois tout nu, abandonné, dans une température très froide. Et les personnes qui l'avaient kidnappé, il y avait une personne musulmane avec ces personnes-là, les autres n'étaient pas du tout musulmans, mais ils étaient complètement drogués, mais n'empêche qu'ils savaient quand même savoir où il fallait s'arrêter, la personne fragile et vulnérable qu'il fallait enlever, là où il faut la conduire. Il y avait vraiment tout un plan qui avait été dessiné. On a l'impression que c'était une exécution d'un jeu vidéo sur la violence. Là, ils ont conduit mon fils dans un bois à 30 km de Liège, ils l'ont déshabillé et ils ont commencé à taper sur sa cage thoracique avec leurs pieds. Ils lui ont dit casser 17 côtes, alors que lui, il priait, il lisait le Coran, il se prosternait, il appelait Allah au secours pour essayer d'avoir la personne musulmane de son côté, rien à faire. Ils lui ont coupé son corps, des coupures de 36 cm avec une lame, la cage thoracique fracassée, le cou donc étranglé. Il y a tout qui a explosé à l'intérieur, la tête était aussi fracassée. Bref, ils l'ont laissé dans cette situation-là en se disant demain on reviendra brûler le corps, et ils sont partis. Lorsqu'on a vu comment cela s'est passé, lorsqu'on a vu pourquoi ça a été fait, on a dit non, ce n'est pas normal. C'est pas normal d'abord que ça tombe sur moi, évidemment c'est la réaction de tout être humain. Et deuxièmement, qu'est-ce que je peux faire? Et c'est ainsi que donc les membres de la société civile ont décidé de créer la fondation. La fondation a dit d'abord, avec les 3 institutions culturelles, on va récolter des fonds. On va organiser des spectacles. C'est bien que lorsque nous organisons un spectacle aujourd'hui, nous avons des entrées de 30 000 euros, de 25 000 euros. Et alors cet argent-là a été distribué directement à des associations qui luttaient contre les discriminations et l'homophobie en particulier. Et puis, donc, ça s'est passé en 2014. Et en 2017, on a décidé de passer en la première ligne, c'est-à-dire de créer un refuge, le refuge Issam Jarfi,
qui permet à des personnes qui sont chassées de chez elles parce que le coming out se passe très mal, et on s'est mis à la peau de ce garçon, de cette fille, que lorsqu'on découvre chez lui qu'il est homosexuel, les parents, la famille, toutes les personnes qui l'aidaient à vivre le jettent dehors. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne reste plus que le suicide. On a dit non, on va réagir. Et on a réagi pour accueillir ces personnes de manière à les accompagner. Vous savez, il y a des spécialistes, moi je n'en suis pas un, qui accompagnent ces personnes dans leur démarche administrative, dans les études qu'ils doivent continuer de faire, et la réinsertion dans la société, et en particulier dans la famille, pour qu'ils puissent rejoindre la famille, et alors, par cela, provoquer une discussion, un débat sur la question, est-ce que l'enfant a choisi d'être homosexuel ou est-ce qu'il n'a pas choisi? Il l'aurait choisi, qu'est-ce qu'on peut faire? Il l'aurait pas choisi, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il y a des spécialistes pour ça. Et je vous assure que nous sommes à notre deuxième refuge. Le premier refuge est né donc en 2017, le premier en 2017, le deuxième en 2019. Et nous sommes à notre deuxième refuge. Nous sommes en train de travailler dans ce sens-là, en plus des activités que je mène au sein des écoles en discutant avec les élèves du secondaire supérieur, parfois en 4e année secondaire. Vous faites aussi de la sensibilisation, si je comprends bien, c'est ça? Ça rejoint un petit peu le refuge, ce que fait le travail du refuge à Bruxelles, hein. C'est à peu près les mêmes missions. On va devoir partir à la pause et comme ça, je vais essayer d'attraper Monsieur Charlier pour qu'il puisse nous rejoindre. Donc, ce que je propose, c'est qu'on continue cette petite discussion juste après la pause. Restez avec nous, chers auditeurs, pour la deuxième partie de l'émission. Nous continuons à parler des discriminations envers les personnes LGBTQI. Je vous dis à tout de suite, chers auditeurs, avec nos invités. Voilà, nous sommes de retour dans cette deuxième partie de l'émission Santé pour tous, émission préventive qui démocratise l'accès à des informations autour de la santé et du bien-être en famille. Aujourd'hui, nous avons commencé à parler de la violence et des discriminations que subissent les personnes LGBTQI+. Pour rappel, donc ce sont les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et puis transgenre. On préfère le terme transgenre pour moins stigmatisé. Oui. Et QI, c'est quoi? Alors, les personnes queer et les personnes intersexes. Et les personnes intersexes. Donc, je maîtrise pas vraiment ce sujet-là. Hein, donc, je le découvre en même temps que vous, chers auditeurs, avec nos spécialistes. Donc, nous avons Hassan Jarfi qui est professeur de religion islamique retraité, qui est président de l'association Ihsan Jarfi, qui justement a vécu l'agression de son propre enfant qui a été assassiné pour son orientation sexuelle. Nous avons normalement avec nous Patrick Charlier qui nous rejoint. Il y a eu une petite coupure dans la première partie de l'émission, qui est directeur de UNIA, qui est un centre interfédéral pour l'égalité des chances. Et ensuite ici en présentiel, nous avons deux psychologues, Madame Vukadinovic et Madame Willems, qui travaillent toutes les deux avec des personnes issues de la diversité, mais aussi des personnes LGBTQI+. Donc, je ne sais pas si... Monsieur Charlier, vous êtes enfin revenu avec nous. Super, je m'excuse encore pour les problèmes techniques. Juste avant la pause, justement, on parlait des violences que subissaient les personnes LGBTQI+, et vous étiez justement en train de nous dire qu'il y avait différents types de violences, il y en a qui prévalaient plus que d'autres, et vous étiez en train de nous donner des chiffres, et moi ça m'intéressait de les avoir, ces chiffres, donc est-ce que vous pourriez peut-être nous répéter ce que vous nous disiez juste avant la pause ? Quand les choses se sont coupées, tout d'un coup l'écran est devenu noir chez moi. Mais donc, j'expliquais que par rapport aux trois types de phénomènes, discrimination, actes de haine et discours de haine, concernant les personnes homosexuelles, les lesbiennes, il y a une prédominance du nombre d'actes de haine et donc véritablement de coups et blessures, puisqu'en moyenne sur l'ensemble des dossiers que nous traitons, on a 13,8% de dossiers qui relèvent des actes de haine, et quand on parle des personnes homosexuelles, on monte à 37%, donc plus d'un dossier sur trois concerne des violences à l'égard des personnes homosexuelles. Et quand on regarde la nature des violences et uniquement les actes de haine sur l'ensemble des phénomènes, on voit que les coups et blessures
représente 17% de l'ensemble des actes de haine, et pour les personnes homosexuelles, on monte à 30%. Donc la probabilité d'être victime de coups et blessures est 2 fois plus élevée quand on est homosexuel que quand il s'agit d'actes de haine à l'égard des personnes en raison de leur origine, de la couleur de la peau, de leurs convictions, de leur handicap, etc. Et donc il y a une véritable singularité de la haine à l'égard des personnes homosexuelles, c'est que ça traduit dans des actes, véritablement, dans des agressions physiques, dans des agressions sur les biens, etc. L'autre point qui est important, et on parlait tout à l'heure du cercle familial notamment, on voit que quand on croise les dossiers d'orientation sexuelle et les secteurs, c'est pour l'orientation sexuelle qu'il y a par rapport à tous les autres phénomènes, une prédominance de faits qui se passent dans ce qu'on appelle la vie en société. Donc, en dehors de l'emploi, en dehors des médias, en dehors des biens et services, la vie en société, c'est ce qui se passe dans la rue, c'est ce qui se passe dans les transports en commun, c'est ce qui se passe entre voisins, c'est ce qui se passe dans un cercle familial, etc. Et donc, l'intolérance se traduit de manière proportionnelle, plus élevée dans ce secteur-là que tous les autres types de phénomènes de discrimination, d'actes ou de situations haineuses. Et donc, ça, ce sont les singularités qu'il y a par rapport à l'homophobie. Alors, j'ai raté une partie du débat. Je ne sais pas si ce sont des choses qui ont déjà été dites, mais en introduction, vous soulignez que la Belgique se classait très bien dans le hit parade européen des pays qui sont gay-friendly, et c'est vrai que l'égalité, les principes d'égalité ne sont pas fondamentalement contestés. Le mariage pour les personnes du même sexe a été adopté en Belgique sans que ça ne fasse de vagues. On n'a pas connu de manifestations comme en France contre le mariage pour tous, avec les manifestations, la manif pour tous. L'adoption et la parentalité pour les personnes de même sexe est passée également dans la loi sans que ça ne suscite de grosses oppositions. Et donc, globalement, il y a une sorte de tolérance à l'égard de l'égalité sur base de l'orientation sexuelle, mais il y a des réactions, et là, peut-être que ça a été dit par les psychologues qui sont autour de la table, mais il y a véritablement une réaction qui est d'ordre beaucoup plus viscéral et qui se traduit dans des comportements violents quand des personnes sont confrontées à des personnes homosexuelles ou présumées homosexuelles. Je voulais juste vous redemander, pour que nos auditeurs comprennent bien, qu'est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme et en quoi elle protège aussi les personnes LGBTQI+. Alors, la Déclaration universelle des droits de l'homme, je vais prendre l'article 1er qui dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Et donc, la Déclaration universelle parle bien de tous les êtres humains, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs caractéristiques, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur orientation sexuelle, quelle que soit leur situation de santé, tout le monde doit être considérés comme libres et égaux en droit. Et derrière la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez toute une série de conventions internationales, conventions contre le racisme, conventions contre les discriminations à l'égard des femmes, conventions droits de l'enfant, conventions droits des personnes handicapées, etc. Le seul texte qui est commun à l'ensemble de ces conventions internationales relatives aux droits humains, c'est l'interdiction de la discrimination. C'est le seul élément que vous allez retrouver dans l'ensemble des conventions, c'est l'interdiction de la discrimination. Donc, effectivement, il n'y a pas de convention des Nations Unies sur le droit des personnes homosexuelles. Vous avez les principes de Yogyakarta qui sont établis et qui visent à veiller au respect et à la tolérance vis-à-vis des minorités sexuelles, mais le principe général, c'est que toute personne a droit au respect de sa dignité, quel qu'il soit, en ce compris les personnes homosexuelles, et c'est en ce sens que les textes des droits fondamentaux protègent les personnes homosexuelles comme elles protègent les personnes en raison de leurs convictions, que ce soit les musulmans, que ce soit les juifs, que ce soit les chrétiens, que ce soit les non-croyants, etc. L'idée, c'est tous égaux, quoi. Tous égaux face à leur liberté. Tout le monde est digne. Alors, tous égaux, oui, effectivement. Alors, la question de l'égalité est une question qui est débattue parce que est-ce que c'est l'égalité des chances ou l'égalité en fait? Et nous
plaidons pour qu'il y ait une égalité en fait et pas uniquement une égalité des opportunités ou des chances. Tout à fait. Ok, et alors moi du coup je voulais me retourner sur Monsieur Jarfi, puisque vous avez enseigné la religion islamique pendant des années. Est-ce que vous pourriez peut-être nous éclairer sur la raison pour laquelle certaines personnes se permettent au nom d'une religion de discriminer des personnes LGBTQI+, donc d'avoir des passages violents? Est-ce qu'il y a des textes à ce propos-là qui vont dire qu'il faut violenter ou tuer ou maltraiter des personnes qui sont LGBTQI+. Monsieur Jarfi? Oui, vous m'entendez? Oui, ça y est, je vous ai. Oui, merci. Donc, pour parler de pourquoi les personnes agissent aussi violemment, est-ce qu'ils ne font que répondre à une instruction dans la religion islamique? Je pourrais vous répondre oui et non. Pourquoi oui et non? Parce que dans le Coran, l'homosexualité pourrait être comprise comme étant interdite. Il faut être clair. La sourate numéro 7, il est clair que vous livrez-vous à cette turpitude que nul dans le monde avant vous n'a faite. C'est-à-dire, vous allez vers les hommes et vous laissez les femmes. C'est incompréhensible en même temps parce qu'on leur dit ne venez pas avoir des relations avec les hommes, mais ayez des relations avec les femmes en dehors du lien de mariage, ce qui est tout à fait contraire au principe de l'islam. Donc là, ce texte-là, comme il ne va pas dans le bon entendement du bon sens, et là je vous renvoie à Averroès, traité décisif sur فصل المقال في معرفة ما بين الشريعة والحكمة من اتصال. Le traité décisif pour savoir ce qui existe entre la religion et la hikmah et la philosophie comme lui. Il dit ceci. Il dit quand vous avez une phrase du Coran, un verset du Coran qui est conforme avec le bon sens, alors là il n'a pas besoin d'être interprété. Mais quand il n'est pas dans le sens du bon sens, il faudrait absolument l'interpréter, mais n'importe qui ne peut pas l'interpréter. Il y a des conditions pour l'interprétation. Ça veut dire que c'est le bon sens qui va dominer ici, et là, moi je justifie ma position selon la théorie d'Averroès que ce verset absolument d'être interprété parce qu'il n'est pas en harmonie avec le bon sens. Mais si je peux me permettre de vous couper, Monsieur Jarfi, il y a quand même une sacrée différence entre un verset ou même dans toutes les religions entre guillemets monothéistes, on dit non, l'homosexualité entre guillemets n'est pas acceptée, enfin n'est pas tolérée dans les religions monothéistes. Mais de là à est-ce que moi ma question c'est est-ce que dans le Coran il est écrit qu'il faut tuer et que n'importe qui peut tuer quelqu'un sous prétexte de son orientation sexuelle? Moi c'est là ma question, parce que une religion dise bon ok on n'accepte pas l'homosexualité parce qu'il n'y a pas que la religion islamique, hein. Moi je suis de culture judéo-chrétienne, je peux vous dire que dans la Bible aussi il y a des parties de la Bible qui expliquent aussi que l'homosexualité n'est pas acceptée, mais c'est pas mis ni dans la Bible, en tout cas selon ma compréhension, ni dans le Coran qu'il faut tuer une personne parce qu'elle a une orientation sexuelle différente. Juste si vous m'avez laissé terminer. Ah, vous auriez dit la même chose. D'accord, ok. Mais je vous rejoins dans les textes bibliques. Vous ne coucherez pas avec un homme comme vous couchez avec une femme. Ça, c'est dans la Bible. Ouais. J'allais vous dire simplement que dans le Coran, il n'y a qu'une seule phrase qui parle de ce comportement-là. Mais il n'est pas question d'aller tuer qui que ce soit. Il n'est pas question d'aller frapper qui que ce soit. C'est juste que c'est consigné comme étant un péché. Fahisha, c'est considéré comme étant une fahisha. Deuxième chose, c'est dans les hadiths. Dans les hadiths où il est écrit que al-fa'ilu wal-maf'ulu bihi fi an-nar. Ils disent qu'ils sont condamnés pour aller en enfer, aussi bien celui qui est actif que celui qui est passif. Ça, c'est le hadith. Ma question à moi, est-ce que je dois accepter
un islam spirituel ou un islam entre guillemets politique. Ça veut dire que si la parole de Dieu est une parole qui ne peut pas faire l'objet d'un doute, la parole du prophète elle a fait beaucoup l'objet de doutes. C'est bien que vous avez des traditions qui sont authentiques, des traditions qui sont faibles, des traditions qui sont donc fabriquées, et tout cela. Donc, je dois prendre la parole du Coran, et la parole du Coran, elle est spiritualiste. Et si vous posez la question à un garçon homosexuel qui découvre qu'il a une double identité, l'identité en lui-même qui fait qu'il a une gestuelle efféminée, et en même temps l'identité culturelle de la société qui vient lui dire non, pour faire un geste, tu dois le faire comme ça, tu ne dois pas avoir un comportement comme ça, ben vous êtes en train de le couper en deux. Et comme toute personne doit absolument exercer sa sexualité, il va faire le choix. Si vous êtes un musulman, alors vous êtes exclu. Si vous êtes homosexuel, vous êtes exclu de l'islam. Parce que vous devez absolument satisfaire votre désir sexuel. Mais monsieur Jarfi, tout le monde commet des péchés. Je veux dire, moi, ça me fait rire quand on dit finalement, ah oui, c'est péché. Mais qui ne commet pas de péché? Je veux dire, est-ce qu'il y a un être qui sur cette terre qui est capable de suivre à la lettre tous les enseignements du Coran, des hadiths, de la Bible, de la Torah? Enfin, je veux dire, en dehors de l'interprétation que chacun peut avoir des textes, parce que vous avez une interprétation, d'autres personnes auront peut-être une autre interprétation des textes religieux. L'important, c'est peut-être de se dire aussi, finalement, c'est pas parce qu'on commet des péchés qu'on mérite le meurtre. Le meurtre est condamné dans l'islam. On ne peut toucher au corps de quelqu'un d'autre dans l'islam. Je vais plus loin que vous. Vous êtes en état de péché parce que vous êtes une fille. Qu'est-ce que vous allez me répondre? Ah, voilà, c'est ça que vous voulez dire. Vous voulez dire que si on est déchiré entre toutes nos identités, alors il faut pouvoir trouver un compromis, c'est ça? Ben oui, c'est-à-dire le problème, il vient de la société. C'est la société qui vous accuse d'être dans le péché. Or, vous êtes dans cette situation-là, dans cet état-là. Vous ne pouvez pas choisir entre votre œil droit ou œil gauche. Tout à fait. Donc, vous ne pouvez pas vous séparer, vous couper en deux. Vous êtes né comme ça. Vous êtes né fille. Alors, vous faites comment? Donc, l'idée, c'est votre question, ce que vous nous renvoyez, parce qu'après, on doit partir à la pause. Ce que vous nous renvoyez, c'est comment on peut vivre, comment on peut survivre, comment on peut exister si on nous dit, finalement, tu ne peux pas être qui tu es. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et donc, l'idée, c'est de pouvoir essayer d'arrondir les angles, de trouver un compromis entre mon identité culturelle religieuse et aussi mon identité simple, en fait, de ce que je ressens et de ce que je sens que je suis. On va aller vers la pause et on va en reparler avec Madame Vukadinovic parce qu'elle va nous parler de ces questions identitaires aussi, juste après la pause. Donc, on s'arrête 2-3 minutes et puis on revient vers vous. À tout de suite, chers auditeurs. Voilà, on est de retour, chers auditeurs. On pourrait parler pendant des heures avec Monsieur Jarfi, c'est très intéressant, comme sujet. C'est matière à débat, donc c'est vraiment pas évident. Mais en tout cas, je remercie vraiment Monsieur Jarfi pour sa présence avec nous. C'est vraiment très très chouette. J'avais envie quand même de revenir vers Madame Vukadinovic, qui est aussi psychologue et voilà, par rapport au cheminement des personnes qui sont LGBTQI+, et la manière générale, comment ils peuvent vivre leur identité, comment ils se construisent, leur rapport aux autres, leur sexualité, comment on peut les accompagner? Disons, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'il faut insister sur la multiplicité d'une identité et donc rendre à la personne toutes ses autres appartenances et identités pour qu'elle puisse ne pas être que avec cette prévalence d'identité homosexuelle, par exemple, parce que ça en fait partie, mais pas que. Et donc, que chaque personne a des talents, des intérêts différents et des groupes d'appartenance différentes. Donc, c'est faire ressurgir toutes ces autres appartenances qui font partie aussi de leur identité pour faire un équilibre et pour ne pas vivre que au travers de cette identité-là qui amène la souffrance. Et donc, aussi vis-à-vis de leur famille, donc du coup, d'amener le fait que la personne a un tel talent et qui fait telle chose bien, etc. Et par rapport à la religion, sans doute que, comme tu disais tout à l'heure, qu'un de tes patients, il prie 5 fois par jour, mais il est quand même homosexuel. Donc, dans la religion, ces personnes-là aussi
peuvent suivre plein d'autres choses dans la religion et les faire tout à fait en accord avec la religion. Et effectivement, si personne n'est parfait et tout le monde a ses péchés, et c'est son problème, effectivement. Personne n'a droit de juger les autres sur son identité. Maintenant, ça, c'est deux sujets différents. Il y a le sujet de l'identité, comment la personne elle-même accepte son identité et son entourage. Et puis, il y a le côté agression et comment on vit après une agression, si c'est pour cette raison-là ou pour une autre. Il y a des choses à faire, effectivement. D'abord, de reconnaître que c'était une agression, etc. De reconnaître la personne dans son état de victime et puis l'aider à surmonter ça et pouvoir rebondir dans sa vie. Je peux peut-être poser la question à Madame Williams. Tiens, finalement, dans votre centre, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont été victimes d'agression et qui ont les symptômes d'un PTSD, par exemple, qui ont de gros problèmes psychologiques qui sont liés à ces agressions? Et peut-être vous pourriez vous compléter toutes les deux par rapport à cette question-là? Oui, absolument. Donc voilà, pour préciser, donc un syndrome de choc post-traumatique, en effet, ça peut se manifester par beaucoup de troubles du sommeil, par exemple, jusqu'à aller à une peur de fermer les yeux, en se disant mais si je ferme les yeux, voilà, je vais revoir les scènes, je vais revivre les scènes, je vais réentendre les injures, les coups qu'on m'a portés éventuellement. On observe également une hypervigilance, donc d'être en fait tout le temps sur ses gardes, de se retourner dans la rue, savoir si quelqu'un nous suit, si on est observé, si voilà, tous des signaux qui peuvent un peu nous mettre en alerte. Et c'est extrêmement difficile de pouvoir dépasser ça. Et parfois avoir peur de sortir dehors aussi. Il y en a qui peuvent avoir peur d'être agressés à nouveau et donc qui n'osent pas sortir parfois. Le risque, c'est l'isolement social, absolument. Et de ne plus sortir en se disant mais je limite tous les risques parce que ce que j'ai vécu est trop horrible. Et la peur, finalement, finit par guider la vie de la personne. Et à ce moment-là, il faut un long travail pour pouvoir rassurer la personne, qu'elle reprenne confiance en elle, qu'elle puisse en effet... faire attention sans pour autant tomber dans une hypervigilance et dans quelque chose qui finalement l'empêche de vivre sa vie. On parlait tout à l'heure, justement, Monsieur Jarfi disait choisir entre son œil gauche et son œil droit. Madame Vukalinovich disait, oui, finalement, c'est un petit peu faire la paix avec toutes ces identités. Et puis, voilà, moi, je me disais... comment il pourrait se reconstruire avec toutes ces identités et qu'est-ce qui pourrait les aider? Est-ce que c'est le fait que la famille les accepte aussi par rapport à ça? Est-ce que la famille, est-ce que l'entourage a un rôle important à jouer dans l'équilibre psychologique de ces personnes? L'entourage a vraiment c'est un enjeu très très important. Malheureusement, voilà, comme on le disait, c'est pas toujours possible et il faut pouvoir à un certain moment les aider dans un certain processus qui est presque de l'ordre du deuil, en fait, et de se dire, voilà, pourquoi est-ce que ma famille n'a pas accepté? Pourquoi est-ce que finalement l'amour inconditionnel d'une famille, de parents, n'a pas suffi finalement à accepter qui je suis? Et je pense que c'est très important de pouvoir permettre à ces personnes-là de vivre finalement cette colère qu'ils peuvent avoir, de vivre cette tristesse, et puis petit à petit de pouvoir être dans l'acceptation et se dire, en tout cas, dans l'état des choses, là, tout de suite, voilà, je m'entoure des personnes qui sont autour de moi. Ça peut être des amis, ça peut être une association, un professionnel, etc. Et peut-être qu'à un certain moment, pourquoi pas revenir vers la famille et essayer de travailler l'acceptation et d'être accepté par sa famille. C'est évidemment ce qu'on souhaiterait. Mais c'est malheureusement pas toujours possible. Oui. Moi, dans mes consultations, j'ai eu beaucoup de jeunes qui ont sombré dans la consommation de drogue et d'alcool, justement parce qu'ils étaient fort isolés et fort rejetés et discriminés. Et donc, il y a ce risque aussi de parfois utiliser la substance comme palliatif, entre guillemets, pour pallier un petit peu au manque familial ou par rapport à l'isolement social, etc. Vous avez déjà observé ça parmi votre population? Oui, malheureusement, ce qu'ils peuvent décrire, c'est de se dire, voilà, j'ai toutes ces pensées finalement contradictoires qui m'arrivent en tête et la seule manière, à un moment, de les faire taire, c'est de se dire, voilà, je vais prendre de l'alcool, je vais prendre des drogues pour essayer à un moment d'oublier, de passer à autre chose, d'oublier tout ce qu'ils ont vécu et je pense que... Et j'insiste énormément là-dessus avec tous mes patients, pas que le public LGBT, mais de pouvoir se dire,
finalement, vous savez, on a tous en nous des parts extrêmement positives, et puis on a tous des parts qui sont un peu plus sombres, on l'appelle comme on veut, notre petit nuage noir, nos petits démons, voilà, les choses un peu plus compliquées, et c'est pas grave, c'est ok, on peut vivre avec ça, et on peut recoller tous ces morceaux-là qui peuvent sembler, voilà, où on se sent tiraillé, il faut pouvoir recoller tout ça. Monsieur Charlier, je voudrais revenir aussi un peu vers vous. À part UNIA, vers quelle autre instance peuvent se tourner les personnes qui se sentent persécutées ou qui vivent des violences à cause de leur orientation ou de leur identité sexuelle ? Alors, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, et je sais que vous avez essayé de contacter des organisations comme la Rainbow House, la Fédération des Maisons Arc-en-Ciel, etc. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je sais que ce n'est pas votre responsabilité, mais je regrette un petit peu qu'on ait un débat de 4 personnes sans qu'il y ait de représentants d'organisations LGBTQI+. Mais c'est pas nous. Oui, il y a quand même Madame Willems, elle travaille dans un refuge, hein, dans le refuge. Oui, c'est ça, ouais. Voilà, donc dans le refuge justement pour les LGBTQI+. Maintenant, on les avait invités pour l'info. Ils nous avaient dit OK il y a 3 semaines et puis ils ont oublié la date. Donc pour le coup, c'est pas nous. Donc... Je le sais parce qu'on a travaillé, on a préparé ensemble, mais nous sommes aussi évidemment en contact avec des personnes et des victimes et on parle pour les gens. Je pense que les personnes concernées peuvent également parler pour elles-mêmes. Enfin, c'est juste pour dire qu'il y a toute une série d'organisations. Hein, donc, il y a la Fédération des Maisons Arc-en-Ciel, qui est une coupole en région wallonne qui regroupe toute une série d'associations, d'organisations LGBTQI+. À Bruxelles, il y a la Rainbow House, qui est également une coupole qui regroupe toute une série d'associations, d'organisations. Je peux signaler l'association Merhaba, qui rassemble les personnes LGBTQI+, qui sont issues de l'immigration et qui sont confrontées à peut-être une double difficulté d'être à la fois d'origine étrangère et à la fois stigmatisées en raison de leur orientation sexuelle. Et donc là, on peut évoquer les questions de l'intersectionnalité, hein, quand on regroupe différents critères et qu'on se retrouve doublement ou triplement stigmatisé. Important aussi de souligner que depuis 2013, il y a une circulaire des procureurs généraux qui demandent que chaque parquet désigne un magistrat de référence et désigne dans les commissariats de police un policier de référence. Et ces policiers existent et dans les grands commissariats, ils sont actifs et notamment sur la question de l'orientation sexuelle. Il y a des actions de sensibilisation qui sont faites par ces policiers auprès de leurs collègues qui les expliquent, qu'ils donnent des informations après eux-mêmes avoir suivi des formations sur comment recueillir les témoignages parce que c'est un seuil. On sait que les personnes qui sont victimes d'homophobie ont peur d'aller à la police parce que peur de ne pas être pris au sérieux, peur d'être de nouveau stigmatisé, d'être de nouveau pointé, peut-être d'être de nouveau maltraité. Mais ces policiers de référence ont un travail important à faire au niveau des services de police. Et puis à côté de ça, dans différents cercles, que ce soit professionnels par exemple ou étudiants, les grosses entreprises ont parfois effectivement des cercles de personnes qui peuvent se réunir, pas pour limiter leur identité, mais pour pouvoir se renforcer les uns les autres. Et au niveau étudiant, il y a ce qu'on appelle les chefs, hein, qui est le cercle des étudiants homosexuels. Et dans toutes les universités francophones, ce sont des cercles qui existent. Ce sont des lieux qui sont importants parce qu'on sait que le moment de ce qu'on appelle le coming out, quand on se découvre, quand on se sait, quand on se dit homosexuel ou lesbienne, on doit passer un moment et une étape qui n'est pas facile. Et donc il y a un temps critique dans l'adolescence, dans la jeunesse, qui est nécessaire d'accompagner. C'est lié au fait que nous sommes dans une société qui est d'abord et qui reste très hétéronormée. Hein, l'hétéronormativité, c'est simplement le fait qu'il y a une présomption d'hétérosexualité. C'est quelque chose qui paraît être la norme sociale, même si on accepte et même si on est très tolérant, ça reste quelque chose qui est en dehors de cette norme sociale, qui est liée aussi, on a parlé des religions, mais qui est liée aussi à une société qui reste très patriarcale. Et
l'identité sexuelle, l'homosexualité vient interroger cette norme patriarcale aussi, l'identité de genre, l'identité masculine qui est très forte, qui est très marquée. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, même si on est un pays qui a beaucoup de progrès au niveau des législations, c'est quelque chose qui reste problématique dans notre société. Ok, alors on va devoir de nouveau aller vers un petit moment de pause. Après la pause, je vais réinterroger Monsieur Jarfi concernant les peines écopées par les meurtriers de son enfant. Et j'aimerais savoir, un petit peu... Voilà, finalement, est-ce que c'est des peines sont aussi, ce sont des peines aussi graves qui sont données à toutes les personnes qui posent des actes discriminatoires ou violents vis-à-vis des personnes LGBTQI+. Et on reparlera un petit peu aussi avec nos psychologues de ces peines et de leur importance aussi dans le suivi des personnes qui ont parfois des PTSD, des traumatismes liés à cela. Donc restez avec nous dans cette toute dernière partie de Santé pour tous. Nous parlons des discriminations et des violences vis-à-vis des personnes LGBTQI+. À tout de suite. Voilà, nous sommes de retour dans Santé pour tous. Je voulais prévenir mes auditeurs que la version Zoom gratuite va à nouveau couper. Et donc, monsieur, je vais vite terminer, pouvoir continuer à parler un petit peu avec monsieur Jarfi et monsieur Charlier. Donc, si ça coupe, je m'excuse encore, monsieur Charlier et monsieur Jarfi. En tout cas, vraiment, je vous remercie pour la qualité de ces échanges. Je vais juste revenir vers monsieur Jarfi. 2 des 3 meurtriers d'Hirsen ont écopé d'une peine à perpétuité et l'autre, comme il n'y avait pas de préméditation, n'a pas écopé d'une peine si lourde. Fort heureusement, tous les crimes commis sur les personnes LGBTQI+, ne sont pas aussi graves, mais sont-ils tous aussi punissables? Donc, qu'est-ce que la législation a prévu en cas de discrimination? Monsieur Jarfi, vous êtes toujours avec nous? Rassurez-moi. Vous êtes encore là? Voilà. On parlait des peines que des peines d'emprisonnement qu'ont reçues les meurtriers de votre enfant. Oui, j'aimerais bien d'abord répondre à une question qui n'a pas été posée et qui aurait mérité d'être posée. Est-ce que c'est suffisant? À quoi sert cette peine-là? Oui. Sinon, qu'est-ce que le juriste a préparé, a prévu? Qu'est-ce que le code pénal a prévu? Il peut préparer ce qu'il veut tant que le crime n'est pas éradiqué. Il peut continuer encore et on peut même arriver jusqu'à la peine de mort. On n'arrivera pas à une solution. 3 assassins ont été condamnés à perpétuité et l'autre à une peine de 30 ans. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas prémédité, lui, parce que dès qu'il y a assassinat, il y a préméditation. Et préméditation et assassinat, ça ne veut pas dire s'asseoir sur un bureau et commencer à préparer son coup. Non, ça pourrait très bien être justifié par la nature des coups qui ont été donc assignés et en même temps par l'endroit qui a été visé. Lorsque quelqu'un qui pèse une 50aine de kilos, qui se trouve étendu, nu, par terre, et que vous êtes là avec des chaussures de militaire, des brodequins, et que vous sautez au-dessus pour lui casser sa cage thoracique, vous avez quand même l'intention de le tuer. Et quand vous faites ça de manière simultanée et alternative, comme si c'était un jeu ou une danse, ça veut dire tout simplement que vous avez envie de tuer. Là se trouve la préméditation, là se trouve l'assassinat. Et curieusement, le jeune qui a été condamné à 30 ans de prison, c'est le jeune qui a donné le plus de coups, parce que c'était un boxeur. Et il a commencé à s'entraîner sur Ihsan, à montrer qu'il était boxeur sur Ihsan, parce qu'il avait un complexe de désirabilité vis-à-vis des 3 autres, pour leur montrer qu'il était aussi violent qu'eux. Il fallait qu'il fasse mieux qu'eux pour qu'il soit accepté dans ce groupe-là. Vous pensez qu'il y a eu un effet de groupe sur cette agression? Il y a eu un effet de groupe parce qu'ils étaient à 4 autour de cet assassinat-là, de cet enlèvement-là, de kidnapping. Ils sont partis 40 minutes. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec le corps de mon fils avant de continuer. Est-ce que vous avez eu des excuses, monsieur Jarfi, par rapport aux agresseurs? C'est à moi qu'il faut demander des excuses, vous pensez? Vous êtes quand même un papa, hein, à qui on a enlevé un enfant. Hein.
on peut s'excuser pour réparer la faute, mais c'est à Issane qu'ils doivent présenter leurs excuses et à tous ceux qui ressemblent à Issane. Oui. Dans ce que la société fait, elle n'arrête pas de condamner les crimes homophobes, mais pour le vaccin, vous voyez bien tout ce que ça fait, on essaie de vacciner tout le monde et de lutter. Mais par contre, pour ce genre de crime, on ne fait rien, alors qu'il est tout à fait primordial de commencer à se poser la question, comment est-ce qu'on peut arrêter ce genre d'agression? Et quand je veux dire arrêter, ça ne veut pas dire condamner les auteurs. Pour moi, les auteurs, ils peuvent sortir dans la rue et s'ils se comportent très très bien, ce sera des citoyens qui auraient compris et qui ne vont pas recommencer. Mais qui me garantit qu'une fois ils vont sortir de la prison, ils ne vont pas recommencer? Je n'ai aucune garantie. Donc, ce qu'il faut pour moi, c'est vraiment aller à la racine du mal et commencer à se poser la question, comment est-ce qu'on peut arrêter ces discriminations-là? Là, il faudrait vraiment réfléchir sur cette question-là et trouver la bonne solution. Parce que je trouve que la Fondation Issane Jarfi ne doit pas exister, UNIA ne doit pas exister, les refuges ne doivent pas exister. S'ils existent, c'est parce qu'il y a un mal quelque part et qu'on doit vraiment réparer des dégâts. On va pas continuer toute sa vie à réparer des dégâts si les dégâts continuent de se produire et de se reproduire de plus en plus. Donc votre idée, c'est qu'en fait, il faudrait éduquer et sensibiliser davantage la population pour que ce genre de fait n'arrive plus, en fait. Je vous avais parlé du pavé rose en vous disant malheureusement on reste dans les couleurs. C'est déjà dès le départ quand la maman est enceinte et qu'on arrête de se poser la question est-ce que c'est un garçon, est-ce que c'est une fille? Parce que si c'est une fille, on va acheter une chambre rose, des vêtements roses. Si c'est un garçon, ce serait bleu. Il sera footballeur, il sera boxeur, il sera patriarche. Et si c'est une fille, elle sera une femme. Donc enfin bref, il y a toutes des cultures là dans l'histoire. J'ai l'impression que la société conditionne aussi finalement à classifier la sexualité, classifier les différentes personnes en fonction de leur sexualité. Vous êtes d'accord ? Il y a évidemment une mission d'éducation qui est certainement essentielle, hein, pourquoi pas même très jeune, on commence à en parler dans les écoles, dans les associations, à la maison évidemment aussi, pourquoi pas d'ailleurs dans des lieux de culte, etc. Mais de pouvoir dire, voilà, ces stéréotypes n'ont plus forcément lieu d'exister, parce que finalement c'est ça, hein, on voit bien que c'est un cercle qui s'entretient lui-même, hein, des stéréotypes qui font que finalement, si on a toujours entendu quelque chose pendant une existence de 20, 30 ans, 40 ans, en fait, on n'a plus le réflexe de se poser la question et on éduque nos enfants d'une certaine manière, etc. Et ce sont des choses qui se répètent, qui se reproduisent. Et je pense qu'à partir du moment où on se pose la question, c'est là que ça devient essentiel. Et même chez des jeunes enfants, de pouvoir se dire, les différences existent et c'est OK comme ça. Oui, donc vous, votre idée, c'est vraiment la sensibilisation très très petit. Moi, je voulais demander aussi à Madame Vukadinovic, est-ce que voilà, il y a aussi des violences qui sont plus implicites et que ces personnes peuvent vivre des violences plus implicites que de l'agression physique et enfin voilà, physique et des violences sues de tout le monde, quoi. Disons que c'est souvent, il y a beaucoup de violences implicites, c'est le plus répandu d'ailleurs, parce que les agressions physiques, ça existe, mais c'est pas ça la majorité de situations dont ces personnes vivent, et c'est plus dans l'implicite, dans psychologique, hein, les violences psychologiques qui sont des insultes, des petites insinuations sur des petites blagues, hein, qui peuvent être blessantes et qui sont souvent vécues au quotidien et tout le temps. Les agressions physiques, oui, ça existe et c'est intolérable, mais c'est plutôt ponctuel. Je ne dis pas que c'est rare parce que je n'ai pas les chiffres et je ne connais pas suffisamment le domaine pour pouvoir affirmer ça, mais je pense qu'elles sont plus rares que toutes les situations dans lesquelles ces personnes se trouvent, et ça peut être partout et tout le temps. Et c'est pour ça que c'est compliqué de renforcer justement ces personnes, qu'elles puissent parler à toutes ces situations au quotidien, qui sont pas évidentes à gérer, et ça peut apparaître n'importe où, dans un magasin, au travail, dans la famille, ou tout simplement en marchant dans la rue. Oui, ça peut être des remarques, par exemple, ou des blagues que les gens vont faire alors que ça n'a pas lieu d'être, quoi. Voilà, tout à fait.
Donc, c'est clairement ça qui est le plus dur, je pense, pour ces personnes-là. Maintenant, au niveau du traitement aussi, quand il y a eu des agressions plus graves, mais même ces agressions implicites qui sont plutôt insidieuses, c'est aussi, il y a moyen d'apporter du soulagement et du traitement à ces personnes, par les apprenant aussi à faire de la méditation, par exemple, faire de l'hypnose pour des traumas. C'est quand même quelque chose qui peut vraiment aider à désensibiliser des reviviscences, etc., par rapport à quelque chose de vécu, de très lourd. Et puis aussi les aider à ne pas toutes les remarques qu'ils peuvent recevoir au quotidien, qu'ils ne les prennent pas pour eux, etc. Parce que en général, c'est pas vis-à-vis de cette personne en elle-même qu'elles sont adressées, mais c'est vis-à-vis de toute une communauté ou des choses, et que ça ne leur appartient pas, et que ça appartient plutôt à la personne qui profère ce genre de remarques ou d'insultes, etc. Donc voilà, c'est tout un travail et de longue haleine, je pense, et aussi je pense que, comme on disait tout à l'heure, l'entourage, c'est très important à travailler. Ben, si c'est pas l'entourage familial, de constituer un réseau autour de la personne, et l'éducation. Et je remercie d'ailleurs Monsieur Jaffry de faire ce travail de sensibilisation auprès des écoles, parce que je pense que c'est là où notre avenir de notre société, de notre terre, il est dans les écoles. Donc c'est très important de le faire là. Vous pensez par la sensibilisation et l'inclusion finalement de ces personnes aussi. D'accord. Monsieur Charlier, comment pensez-vous que la stigmatisation des membres de la communauté LGBTQI+ vont évoluer en Belgique? Est-ce que ça va évoluer? Oui, je pense que y a des choses qui évoluent. Il y a d'abord une plus grande visibilité des faits. Même s'il y a encore un seuil et un gros sous-rapportage, le fait que des dispositifs soient mis en place permet de sensibiliser, d'encourager les personnes à réagir, à porter plainte. Nous avons participé à une étude qui a été menée par la Fondation Rabaudouin sur les victimes des actes de haine et ce qu'elles attendaient de la part de différents acteurs de la société, de la police, du parquet, des associations, etc. Et une des choses qui est importante, c'est que les victimes d'actes de haine, quels qu'ils soient, mais en ce compris à caractère homophobe, ils attendent des témoins une réaction. Et donc souvent, lorsqu'on entend des insultes, des menaces, du harcèlement, on a parfois tendance à être un peu lâche, à détourner les yeux, à faire semblant qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas compris, etc. Alors que c'est le moment où il est important d'apporter un soutien, un encouragement, de protester aussi, de se lever, de s'indigner, d'intervenir pour protéger les personnes. C'est quelque chose qui est issu de cette recherche, de ces entretiens qui ont été faits auprès des victimes d'actes de haine. Et donc, je pense que pour les personnes homosexuelles, c'est quelque chose qui doit être fait également, lorsque dans un cercle scolaire, dans la famille, au boulot, à l'hôpital, ou dans la vie de tous les jours, on entend des propos ou des comportements qui sont stigmatisants, qui sont homophobes, il faut intervenir. Il y a là une responsabilité individuelle, en ce compris en partie sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui se développent sur les réseaux sociaux. Il y a des groupes qui s'organisent véritablement sur les réseaux sociaux. Et là aussi, je ne sais pas si vous en avez parlé pendant le moment où j'étais pas là, mais c'est quelque chose auquel il faut s'attaquer également, parce que les réseaux sociaux, ça peut être la meilleure des choses, mais ça peut être aussi la pire des choses. Oui, on a déjà fait une émission sur ça justement il y a quelques semaines sur l'utilisation des réseaux sociaux. C'est vrai que c'est un peu catastrophique parfois, mais il y a des fois ça sert énormément. Pendant le Covid, ça a énormément aidé certaines personnes très isolées, mais de l'autre côté, il peut y avoir vraiment des choses très catastrophiques, des appels à la haine, des regroupements, etc. Monsieur Jarfi, je reviens quand même un peu vers vous. Quel message vous auriez envie de passer aux familles qui apprennent par exemple que leur enfant n'est pas hétérosexuel ou cisgenre? Oh, d'abord, avant la famille, il y a le papa, le futur papa, la future maman.
C'est là qu'il faut travailler parce qu'une fois que les deux sont mariés et que l'enfant est en gestation, on va dire, qu'il va bientôt naître, ce sera un petit peu trop tard. Pourquoi? Parce que c'est l'éducation qu'on va donner à cet enfant-là qu'il faut réfléchir, qu'il faut envisager. Si l'enfant est un garçon, si c'est une fille, s'il est homosexuel, s'il est lesbienne, comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va l'accueillir? Est-ce que je dois absolument avoir un enfant à la carte avec une telle taille, telle orientation, telle philosophie, ou je dois privilégier mon enfant tel qu'il soit? Le problème, c'est que avant la naissance, on est content, on est fier de l'enfant. Et quand on le voit grandir, qu'est-ce qu'il fait? Il reproduit ce qu'on lui a donné comme éducation. Et puis alors, si jamais il est contraire à cette éducation-là, parce qu'il se découvre homosexuel ou il se découvre bi ou lesbienne, ben ça va contrecarrer nos plans. Et là, il va se retrouver partagé entre les deux. Est-ce qu'il doit choisir la famille ou est-ce qu'il doit choisir sa sexualité? Ça lui pose des problèmes. Il y a des enfants qui se suicident à cause de cette carte. Ils sont tellement cartelés entre la famille, la société, la religion, tout ça, ça va ensemble. Donc, pour moi, avant de commencer à donner une éducation à l'enfant, on doit commencer par celle des parents ou alors le faire de manière parallèle. Moi, je me réjouis qu'un jour, dans votre émission, vous puissiez intervenir, je ne sais pas moi, des hommes, des parents, de famille, papa et maman, qui ont une certaine culture face à des personnes qui sont homosexuelles ou lesbiennes pour provoquer un débat, comme si c'était les enfants avec les parents, quoi la réaction. Parce que c'est à force d'avoir ces débats-là, ces discussions-là qu'on peut commencer à faire les choses. Monsieur Charlier tout à l'heure avait parlé du coming out. Quand il y a le coming out, c'est déjà fait, c'est déjà terminé, c'est déjà une bonne phase. Parce que l'enfant, avant d'arriver au coming out, il se pose toute une série de questionnements. Est-ce que je suis garçon? Est-ce que je suis une fille? De quel tendance je suis? Comment est-ce que je vais approcher cette question? Et ça lui fait tellement mal. Et d'où je vous parle de ce que j'ai vécu avec mon fils. Oui. Quand il était encore un petit, ben c'était mais il a toujours été un beau garçon, donc c'était un garçon extraordinaire qui était là pour faire plaisir aux parents, toujours avec le sourire, etc. Et puis à côté de ses frères et sœurs, j'ai l'impression que c'est une bougie qui est en train de s'éteindre. Il se met toujours à l'extérieur des autres, derrière les autres. Quand on préparait la voiture pour partir au Maroc pour les grandes vacances, lui, il se mettait toujours à la fin. Il ne donnait pas un coup de main. C'est les autres qui apportaient les cordes, les élastiques pour attacher le porte-bagages. Lui, il faisait toujours des choses à la fin. Quand tout le monde se disputait pour être dans les premières places de la voiture, lui, il se mettait toujours en arrière. Eh bien, là, je sais qu'il avait souffert. Mais comme j'étais un imbécile, je n'ai pas compris pourquoi il avait ce genre d'attitude. Mon fils était en train de souffrir parce qu'il était cartelé entre deux orientations, celle de la famille et celle de son Et donc enfant. le message que vous donneriez aux familles, c'est d'accepter leur enfant tel qu'il est? Mais bien sûr, parce que vous n'avez pas un enfant à la carte, vous-même, vous n'avez pas choisi d'être ce que vous êtes. Pour moi, il faut privilégier l'amour de l'enfant, quel qu'il soit, en dehors de la religion, en dehors de la société et de tout ce qui vient. Si l'enfant choisit une autre religion, ben c'est son problème, c'est son choix et c'est ainsi, mais cela ne diminue pas sa valeur ni sa place dans la famille. Je pense que la famille doit être vraiment le nid qui va protéger l'enfant depuis son enfance jusqu'à son épanouissement. Ok, on va devoir terminer l'émission, clôturer l'émission. Je vous remercie vraiment, Monsieur Charlier, Monsieur Jarfi, pour vos témoignages et pour votre présence dans la sensibilisation liée aux discriminations et aux violences vis-à-vis de la communauté LGBTQI+. Vraiment, c'était une très très chouette émission et je vous remercie sincèrement. Je voulais demander à nos psychologues peut-être un dernier petit mot, un dernier conseil pour nos auditeurs et les familles. Est-ce que vous auriez un petit mot, un petit conseil pour nos auditeurs? Je commence par Madame Williams. Mais oui, je pense, je clôturerai sur deux choses. Évidemment, un message de tolérance, hein, un petit peu comme M. Jarfi vient de nous l'exprimer. Et puis la deuxième chose, c'est en parler, tout simplement. S'il y a peut-être un auditeur qui s'est senti, qui se reconnaît dans tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui, de s'adresser à un ami, à un proche, à une association, à un professionnel, quelqu'un qui pourra entendre peut-être ce tiraillement justement et cette difficulté, ce questionnement et accueillir tout ça
et pouvoir l'aider à justement à s'en sortir avec ses questionnements et pouvoir se constituer avec tout ça. On rappelle que vous travaillez au refuge et aussi en pratique privée pour les consultations. Et Madame Vukadinovic? Alors, pour ne pas répéter ce que les autres ont dit, en tout cas, je suis d'accord avec ça, évidemment. Je dirais, alors, nous, en tant que professionnels, c'est vraiment aider, c'est un travail à plusieurs niveaux, donc aider individuellement les personnes qui souffrent de ça, et puis qui souffrent de leur orientation sexuelle, mais aussi qui souffrent des agressions, mais aussi travailler l'entourage, la famille et aussi plus loin la société, et donc en parler comme on le fait aujourd'hui, et autour de nous travailler sur la sensibilisation plus au niveau de la société en général. Donc c'est vraiment sur toutes les strates qu'il faut agir, je pense. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission Santé pour tous. L'idée, c'est évidemment d'avoir une pratique inclusive. L'espace Santé Famille est à l'origine aussi de cette émission Santé pour tous en collaboration avec Arabelle. Nous vous retrouvons tous les samedis de 14 à 16h pour parler de la santé, de l'inclusion. Et donc, je vous dis à très bientôt, chers auditeurs, pour de nouvelles émissions et de nouveaux thèmes.